Je remercie tous les intervenantes et intervenants de leur présence. Également Monsieur de Boismenu qui nous entend en visioconférence. Bienvenue à vous aussi. Je vais, comme ce matin, laisser une dizaine de minutes au maximum pour faire un premier tour de table sur ces questions finalement de quelle politique nationale pour faire place au commun et sous quelle forme. Donc cette question de la mise en œuvre territoriale, de ces principes des communs qui nous ont été exposés tout à l'heure. On donne tout de suite la parole à Géraldine Figuère, vous le voyez, qui est maire de Saint-Gingolph, et puis qui est également une universitaire, puisque c'est une de nos collègues professeure de sciences politiques à l'université de Genève. Donc Géraldine, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie de l'invitation. Donc oui, effectivement, je voulais juste commencer par me présenter par rapport à ma casquette académique et universitaire, parce que c'est aussi pour cette raison que je me suis présentée comme maire de Saint-Gingolph. Mes concitoyens le savent un petit peu, pour en faire un mini laboratoire et passer à la pratique en tant que politologue. Je suis professeur en politique environnementale et politique urbaine, avec un assez fort focus sur les questions de gouvernance et de gouvernance des ressources naturelles, et avec un certain nombre de collègues, certains sont présents ici même. On a longuement travaillé depuis une vingtaine d'années sur la gouvernance des communs, dans une veine un peu austromienne, mais aussi critique, sur la façon d'appréhender la gestion des biens communs. Je suis aussi prof en politique urbaine, et là c'est une autre dimension quelque part qui m'intéresse. C'est que dans ma perspective théorique, celle que j'enseigne en tout cas, je vois la question du pouvoir urbain, de la gouvernance des villes et des territoires, avant tout dans une perspective stratégique et d'échange de ressources. C'est-à-dire que cette gouvernance, et si je ne vous explique pas ça, c'est parce que je vais revenir après sur mon expérience de maire, c'est que cette gouvernance, elle est, en fait, l'élu local, j'ai la conviction qu'il n'a aucun pouvoir quand il est élu, en fait. Rien, il ne peut rien faire, sauf s'il est en mesure d'échanger des ressources d'action. Comme dans un jeu stratégique, peut-être vous jouez à quelques jeux stratégiques avec vos enfants ou amis, et vous échangez des ressources d'action. Et pour moi, c'est ça un maire, c'est-à-dire qu'il a quelques ressources d'action en main. En France, globalement très peu en fait. Un peu de droit, on fait le plan d'urbanisme notamment. Un peu d'argent quand même, on a des ressources fiscales évidemment, le moyen de parfois contraindre avec notre pouvoir de police, mais peu de ressources. Et que pour construire un projet, en fait, on doit échanger des ressources avec des acteurs qui sont par exemple des propriétaires fonciers. Et voilà, c'est un peu avec cette double perspective que je me suis devenue maire de Saint-Gingolph, avec cet arrière-plan sur les communs, avec une question assez lancinante sur est-ce que vraiment on parle, quand on parle de gestion collective des biens communs, d'une gestion ouverte, et est-ce qu'on ne parle pas plutôt de biens de club, et ça, sur la façon dont la propriété collective et la gestion collective est effectivement ouverte en termes de gouvernance, c'est vraiment une question qui m'apporte beaucoup, et j'y reviendrai. Car selon moi, c'est bien ce qui différencie aussi la gestion publique de la gestion collective, c'est que la gestion publique, en démocratie en général, on peut y rentrer librement en se présentant notamment à une élection. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la gestion collective, et je vais y revenir. Donc je suis devenue maire en fait d'une commune qui est en fait un morceau, une moitié d'un village binational qui est partagé en deux par la frontière. Donc il y a un Saint-Gingolph France et un Saint-Gingolph Suisse. Vous commencez à comprendre avec moi le cas d'école, le mini-laboratoire, en termes de comparaison de la pratique et des institutions. Et il se trouve que ce village, en fait, il a une chose en commun, c'est qu'il a une société bourgeoisiale. C'est une société collective héritée de très très longtemps, bien avant même qu'il soit divisé en deux par la frontière. Ce sont des bois qui ont été hérités par les villageois, par les abbés de l'abbaye d'Abondance. Et cette société bourgeoisiale, elle est binationale, elle passe par-dessus la frontière.
Alors il y a une section française et une section suisse quand même, parce qu'ils se sont retrouvés happés comme tout le monde par les droits nationaux et la légalisation en droit national. Mais néanmoins, il y a une société bourgeoisiale. Pour vous donner l'idée de l'ampleur de cette société, ma commune, elle fait 730 hectares. La société bourgeoisiale, elle en possède 500. Ça vous donne une idée un peu du rapport quand même, hein. Alors, la société bourgeoisiale dispose en fait des forêts. La commune de Saint-Gingolph est à plus de 80% forestière. Je regarde l'ONF. Si on n'avait pas la société bourgeoisiale, nous aurions l'ONF, très vraisemblablement. Et oui, et on vous a demandé de partir gentiment parce qu'on voulait que ce soit la société bourgeoisiale qui ait l'entier de la gestion des forêts. Mais vous ne m'en voudrez pas parce que comme président du syndicat d'aménagement du Chablais, vous savez à quel point on est partenaire. C'était juste une question de cohérence. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je ne pensais pas que vous aviez aussi bonne mémoire. La société bourgeoisiale, elle gère aussi quelques alpages sur le village voisin en hauteur de Novelle. Et elle a une particularité en droit français, c'est qu'elle a la propriété de notre église. Et moi, comme laïque, ça me va très bien, parce qu'en plus, ça coûte très très cher une église à entretenir. Et donc, elle doit entretenir, elle a la propriété de l'église qui est aussi sur le territoire français. Elle est aussi propriétaire de la carrière, et à ce titre, c'est là qu'elle tire la plus grosse partie de ses recettes, à travers les droits de fortage, en fait, d'exploitation qu'elle retire. La commune a aussi une redevance pour l'utilisation de voirie de la carrière. Donc la société bourgeoisiale, ce faisant, elle nous décharge un certain nombre de coûts collectifs qui pèseraient sur nous pour la gestion de ces biens, que ce soit les biens forestiers, mais aussi les biens tels que l'église. Et elle amène ainsi, elle génère pour elle-même, mais aussi pour la collectivité de la valeur. C'est une sorte de bouclage de la chaîne de valeur locale, c'est-à-dire qu'elle ne redistribue pas les dividendes en son sein. Comme je me plais à dire, comme boutade dans le village, à Saint-Gingolph, les bourgeois sont pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas directement le bénéfice, en tout cas monétaire, de leur appartenance à la société bourgeoisiale. Ils peuvent aller passer des jolis week-ends dans certains des cabanons communs au bord du lac ou en alpage, mais c'est guère le seul bénéfice qu'ils ont. Ils gèrent le bien commun, ils en engrangent la rente et ils redistribuent une partie de cette rente à la commune si la commune parvient à échanger des ressources, une manière de travailler ensemble pour faire avancer le territoire. Et effectivement, vous le soulignez, il n'est pas absurde, vous disiez, Monsieur Joie, de consulter les sociétés de propriété collective quand on élabore un PLU. Quand on fait un PLU à Saint-Gingolph-France, ce n'est pas une option. Il est évident que la société bourgeoisiale est la première consultée. Je voudrais dire maintenant que, vous voyez, je vous parle vraiment de la période actuelle. Et comme on m'a demandé d'être bref, je vais aller assez vite, mais vous dire maintenant de ce que l'on vit en fait avec la société bourgeoisiale. Et je vais vous citer quelques exemples. Et tous, tout d'abord, ont trait à la question du changement climatique et des risques. On a, par exemple, vécu en 2015, la commune, une catastrophe naturelle assez importante, avec le torrent Frontière qui est sorti de son lit, qui est entièrement ce torrent en France, puisque la limite de la frontière est en sommet de la rive droite, et il a totalement inondé que la partie suisse du village. Donc c'est les eaux d'un bassin versant transfrontalier, mais les eaux avant tout françaises qui se sont déversées et ont dévasté la partie suisse. C'est dire quel était le niveau de quelque part d'imbrication de ces enjeux. Et la société bourgeoisiale, elle s'est retrouvée face à ses responsabilités. Ça n'a pas été évident, parce qu'en droit français, évidemment, elle est propriétaire des berges du cours d'eau et donc responsable de la gestion des boisements de berges, qui est une très très lourde charge pour elle. Et à cette occasion, il y a eu d'assez âpres discussions en fait, entre la commune et la société bourgeoisiale pour savoir qui devait payer l'extraction de ces bois. Et en fait, là, on a travaillé
après quelques échanges de mots, même si on est une femme mère, on peut avoir des échanges de paroles parfois un peu virils. Eh bien, on s'est quand même assez vite assis autour de la table pour trouver une façon de travailler, pour aller, par exemple, la mairie chercher le fonds et les fonds calamité publique qui nous servent justement aussi au déblaiement, et permettre aussi à la bourgeoisie de faire face et de prendre part à ses responsabilités, ce qu'elle a fait en participant aussi à plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'extraction de ce bois. Et si je vous raconte cette anecdote, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, en fait, la société bourgeoisiale, elle est face à des défis climatiques considérables, parce que cette forêt, elle est à la fois fragile, elle est aussi impactée par le scolite, elle est aussi déterminante pour la protection et l'adaptation au changement climatique et aux crues. Et sans un travail très très proche avec la société bourgeoisiale, on ne peut pas avancer. Mais nous, la commune, en termes de ressources, on doit être en mesure de pouvoir lui amener de l'expertise, parfois des aides, des subventions, des financements, une compréhension des choses. C'est une société qui fait face à des problèmes presque de professionnalisation de son activité. Et de modernisation de ces pratiques, car le temps où quelques familles allaient couper du bois chacun son tour, avec des coupes bien réparties, est un peu révolu, et la forêt elle a tendance à vieillir et à être peu ou moins bien exploitée que ce que ferait l'ONF. Et il faut le reconnaître, je suis quelqu'un il faut être honnête aussi là-dessus. Et je peux vous donner d'autres exemples. La bourgeoisie, elle est pour nous capitale pour le développement de l'économie. C'est avec elle que nous avons travaillé pour obtenir, avec la préfecture de la Haute-Savoie, le déplacement et l'extension du périmètre d'exploitation de la carrière en loi littorale, pour permettre de perpétuer les emplois sur l'exploitation des pierres qui font l'histoire de notre territoire, comme le bois. C'est le bois et les cailloux, hein, nos deux richesses historiques. Et donc là, c'est le maire qui va travailler auprès de la préfecture pour justement obtenir cette possibilité d'extension. Et elle bénéficie à l'emploi, à la bourgeoisie elle-même et à la commune en termes de redevances. Et on trouve ainsi des façons d'avancer ensemble pour finalement le bien collectif, qui n'est pas dénué d'intérêt privé pour la bourgeoisie, il ne faut pas se le cacher, mais aussi pour la commune et ses recettes. Donc voilà, je vous raconte là une autre anecdote qui parle vraiment du développement de l'économie et de l'emploi. La bourgeoisie, enfin, sur la commune de Novelle, exploite et gère et rénove des chalets d'alpage. Elle est extrêmement dynamique pour l'économie alpestre, qui nécessite, elle, aussi beaucoup de soutien et d'injecter de l'argent. Donc en fait, il y a de l'argent de la carrière de Saint-Gingolph qui monte directement dans les alpages et qui là bénéficie et permet de soutenir une dimension patrimoniale, culturelle, d'entretien du paysage également, et accessoirement pour faire des bons fromages. Et donc, on voit bien là aussi quel est le lien, en fait, l'imbrication fondamentale de cette société bourgeoisiale dans la vie de notre territoire. Alors, voilà, vous avez compris où je veux en venir, c'est-à-dire que les points se rejoignent. Ma bourgeoisie, et je vais terminer là-dessus, elle nous amène vraiment certaines plus fortes capacités d'action. Elle nous décharge de certaines règles. Si, pour rejoindre ce que disait M. Joie tout à l'heure, il fallait aller plus loin, oui, il faut ancrer la propriété collective dans la loi, lui donner un statut juridique. Pour moi, ça serait important, car ça permettrait aussi en échange, pourquoi pas, de revenir sur les questions de gouvernance de cette bourgeoisie, qui pourrait être modernisée, par exemple. Disons-le, les femmes n'ont pas forcément accès au pouvoir de décision dans cette bourgeoisie. Moi, je suis une chercheuse qui, comme toutes les chercheuses de mon temps, est clairement féministe, et je peux vous dire que ça me dérange vraiment. Et si on avait vraiment une forme de légalisation, c'est un peu comme le cannabis, si on peut contrôler et mettre quelques règles, y compris en termes de gouvernance et sur des fondamentaux en termes de gouvernance. J'ai aussi parlé des défis en termes de professionnalisation tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est là-dessus que je voulais m'arrêter, car pour l'instant, notre bourgeoisie, elle nous sert beaucoup, mais c'est plutôt un bien de club. Merci beaucoup.
Merci pour ce cas très concret et aussi très intéressant justement d'un point de vue théorique. Donc, merci pour ton témoignage. Et on passe tout de suite la parole de l'autre côté de la salle à Monsieur de Boismenu, qui est agriculteur et membre d'une section de commune dans le Massif central. Donc, Monsieur, je ne vous vois pas très bien d'où je suis, mais je vous donne la parole pour aussi 10 minutes au maximum. Merci. Merci, j'espère que vous m'entendez. Bonjour à vous tous. J'ai un point de vue en tant qu'agriculteur, membre d'une section bénéficiaire des terrains agricoles, j'ai un point de vue très pratique, très concret de fonctionnement au quotidien d'une section. Et je dois dire que parfois, j'ai un peu de mal à me retrouver dans les débats relativement théoriques qui sont les vôtres. C'est normal dans une université. Et j'ai aussi eu du mal à me retrouver dans des visions relativement optimistes sur l'avenir, comment modifier, faire évoluer le droit. J'ai aussi eu encore plus de mal à me retrouver dans les visions très optimistes du professeur Louvain. Je crois que malheureusement, la France est très très loin comment dire, du côté très positif avec lequel l'Italie traite ces sujets et encore, c'est aussi la même chose avec les expériences suisses. Alors, du coup, je suis un peu gêné pour parler de ce que pourraient devenir les relations entre les sections et les collectivités locales, comment on pourrait fluidifier les choses, etc. Parce que j'ai l'impression que pour parler de tout ça, eh bien, il y a des préalables et qui sont selon moi au nombre de 3, et que ces préalables, pour le moment, ne sont pas remplis. À mon sens, alors c'est sans doute lié aux évolutions de la population rurale. Moi-même, je suis en quelque sorte un néo-rural, puisque j'étais parisien pendant plusieurs années avant de venir par ici en Auvergne il y a 15 ans. Euh, mais on a des populations qui ont changé, qui ne connaissent plus le passé, l'histoire, etc. Et du coup, j'ai l'impression que le concept de section en France s'est relativement opacifié, en quelque sorte. Les choses ne sont plus claires, les gens qui sont sur le terrain n'ont pas forcément la bonne connaissance des choses, les sections sont très différentes d'un endroit à l'autre, d'un massif à l'autre, voire d'une commune à l'autre. On a des endroits où ça fonctionne, enfin, à la fois je peux fonctionner par feu, d'autres par habitation, où comment dire, les bénéficiaires sont des maisons ou alors des membres individuels. Enfin bon, tout ce fonctionnement n'est pas vraiment unifié, ce qui est pas en soi un problème, mais la loi est unique pour tout ça, et c'est ça le problème en réalité. Et effectivement, c'est le deuxième point, c'est que par rapport à cette situation des sections, on a un droit, un appareil normatif qui, de mon point de vue, n'est pas, je ne sais pas comment dire, est à la fois excessivement rigide, brutal, l'est de plus en plus. Objectivement, dans notre France jacobine, on a une même loi pour tout le monde, quelles que soient les différentes parties du territoire. On commence effectivement, le professeur Joie en parlait, à avoir des choses un peu plus souples pour des territoires ultramarins, la Nouvelle-Calédonie, et plus près de la métropole pour la Corse. Mais les idées d'expérimentation sont encore très très loin de la pratique au quotidien. Et du coup, on a une seule réglementation, le Code des collectivités territoriales, alors que je dirais grosso modo jusqu'à la loi Montagne de 85, les textes se contentaient de définir des cadres qui étaient relativement souples pour les sections et dans lesquels toutes les sections, quelle que soit leur divergence ou leur différence, se retrouvaient. On passe en fait d'une sorte de droit indicatif dans lequel tout ce qui n'était pas interdit était en fait autorisé. On passe à une sorte de droit impératif désormais où tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est totalement interdit. Et finalement, on a des lois qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en plus incompréhensibles, qui changent d'ailleurs en fonction des changements de majorité. Chaque nouvelle majorité veut associer son nom à des textes, et on se retrouve finalement avec des variations et une instabilité qui est problématique, une instabilité juridique qui est problématique.
Je pense par exemple à la liste des bénéficiaires, vous savez, des priorités pour l'attribution des terres agricoles. Sur ces 20 dernières années, elle a dû changer 4 ou 5 fois, je n'ai plus ça exactement en tête, mais finalement, il n'y a que Légifrance qui arrive à avoir un suivi assez précis parce que le système informatique fait qu'on arrive, en mettant une date, à avoir l'état du code à un instant T. Et puis, j'ai bien aimé lorsque le professeur Louvain disait que la mise en valeur, finalement, maintenant, ça devenait une privatisation. Et c'est vrai que c'est assez schématique, mais c'est assez bien présenté. Et c'est vrai, très, très vrai en France. C'est-à-dire qu'on est passé sur une évolution assez inquiétante où, en fait, le droit est manipulé, adapté, à mon sens, en fonction d'agenda politique, voire de manœuvres clientélistes qui sont assez indignes d'un état de droit. En schématisant un peu, on a une tendance qui est de confier le privé qui rapporte, enfin de confier pardon, un certain nombre de missions de l'État à des sociétés privées à qui ça rapporte, hein, les aéroports, les autoroutes, les complémentaires santé, les complémentaires retraite, de concentrer les services qui coûtent et d'essayer de refiler aussi aux collectivités locales ce qui reste et dont on ne peut pas se débarrasser. Et dans tout ça, finalement, on, on donne aux collectivités de plus en plus de responsabilités avec de moins en moins de moyens, et tout en nous disant qu'on diminue la pression fiscale, mais en réalité, on augmente les taxes annexes locales et ainsi de suite, de façon à permettre aux collectivités de s'y retrouver. Je pense que la maire de Saint-Gingolph a dû parler ces derniers temps des taxes GEMAPI, par exemple, sur la gestion, le financement de la gestion de l'eau, enfin toutes ces nouvelles taxes qui apparaissent, et je vous passe la taxe sur les communes forestières qui devrait permettre de financer l'ONF, etc. Tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, à mon sens, on assiste à une sorte de désengagement de l'État qui règlement, définit des règles qui sont excessivement contraignantes et se décharge de la responsabilité concrète de la gestion au quotidien sur les collectivités locales. Du coup, c'est une situation qui est ingérable, objectivement. Les élus naviguent à vue. Ce matin, l'intervention du sous-préfet était, je ne sais pas comment dire, j'ai même pas de qualificatif, elle était terrifiante. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué qu'il avait beaucoup de choses à faire, mais que du coup, il ne les faisait pas parce que c'était trop complexe. Ainsi, le contrôle de légalité concernant les sections, il se limite au contrôle de légalité de la distribution, enfin de l'utilisation des fonds, mais toutes les décisions des communes sur la gestion des sections, il nous a carrément expliqué qu'il n'avait pas le temps de faire de contrôle de légalité. Enfin, je pense qu'on a tous entendu la même chose et je suis resté particulièrement scotché par cette candeur avec laquelle le préfet nous annonce qu'il n'a pas le temps de suivre les choses et que, comme en a témoigné tout à l'heure un intervenant dans la salle, on trouve quelques expédients pour empêcher les sections de gérer comme elles le veulent leurs fonds et d'en distribuer éventuellement quand il s'agit d'affouage de bois, mais que pour le reste, on laisse faire les choses dans une situation qui est comment dire, du désordre généralisé où chacun fait ce qu'il veut dans la mesure où finalement ça ne contrevient pas aux directives de l'État. Les tribunaux, je ne sais pas si je peux me permettre de donner mon avis sur le fonctionnement des tribunaux en matière de sectionnaux, mais c'est relativement inquiétant aussi. Les décisions que l'on voit passer sont des décisions qui consistent à ne pas remettre en cause tout ce que l'administration a décidé, des fois que ça pourrait coûter à l'administration en termes de réparation des préjudices causés. Et puis, lorsque c'est une commune qui est attaquée, les tribunaux essayent de trouver des subterfuges et de ne pas juger sur le fond, de façon à éviter de mettre à la charge des communes des condamnations qui seraient en réalité trop coûteuses pour elles. Du coup, je ne sais pas quoi vous dire parce que finalement, on en arrive à la situation, enfin à la loi de 2013 qui organise en quelque sorte la disparition des sections de façon subreptice. Bon, les chiffres que nous a donnés le sous-préfet ce matin montrent que finalement, c'est 1% des sections qui disparaissent chaque année, hein, une quarantaine, entre 30 et 40 sur 4000 dans le Puy-de-Dôme. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que sur une centaine d'années, dans le meilleur des cas, on arrivera à faire disparaître
ces survivances du Moyen-Âge, comme les qualifie un certain nombre de politiques dans notre pays. Et alors, finalement, quoi faire, comment réagir? On l'a vu en France avec un certain nombre de réactions sur le terrain, les gilets jaunes qui portaient un certain nombre de revendications. Après, il faut faire la part des choses, mais sur la base sur les revendications, il y avait un certain nombre de choses très très intéressantes, notamment sur la démocratie locale. Et j'y reviendrai peut-être, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, ne fonctionne plus dans notre pays. On voit le résultat, on a eu des grands débats, on a tous participé au cahier de doléances, etc. Et pour rien, puisque tout a été enterré sous un flot verbal du président de la République. Donc notre droit n'est pas clair, l'administration s'assoit dessus. Si je voudrais juste dire un mot, c'est que finalement on se demande s'il n'y a pas des agendas un peu cachés derrière tout ça. Et je voudrais juste vous parler en quelques mots du réensauvagement, qui est une stratégie à laquelle réfléchissent un certain nombre d'institutions en Europe, qui consiste finalement à laisser un certain nombre d'espaces pastoraux ou agro-pastoraux marginaux en totale absence de contrôle, après réintroduction d'un certain nombre d'espèces sauvages, d'ours, de loups, de rapaces, ce qui permet de faire partir le pastoralisme qui coûte cher, puisqu'il est à la fois subventionné et en même temps, quand il subit des prédations, il faut l'indemniser. Est-ce que c'est la stratégie à laquelle vont être soumises nos sections, qui sont pour la plupart, des espaces fragiles et marginaux? C'est une vraie question que je me pose. Donc tout ça pour vous dire que globalement, la vraie question qui se pose, c'est que sur le terrain, il faut qu'on soit, nous, capables de faire fonctionner nos sections, et ce n'est plus le cas. Les seules choses qui fonctionnent maintenant qu'on nous a privés de la gestion forestière avec l'ONF, de la distribution des revenus, etc., on s'en désintéresse. Les seules choses qui fonctionnent à peu près, c'est encore la gestion des biens agricoles, mais avec des décisions des maires qui sont parfois totalement aberrantes. Je m'arrête là, mais je pense qu'il faut vraiment que les acteurs soient sur le terrain présent et s'investissent au quotidien. Et c'est seulement de cette façon que ensuite le droit pourra peut-être accompagner une évolution concrète de la réalité des acteurs de terrain. Merci beaucoup. Merci. Et on peut passer à un petit exposé maintenant de Monsieur Blanc, qui est fondateur d'une association de soutien à une section de commune. Donc une autre expérience, notre point de vue. Donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Quand Gretchen et Olivier m'ont demandé de venir ici, j'étais vraiment sceptique. Je ne voyais pas ce que je venais y faire, puisque je suis un ex ayant droit d'une section de commune, la section de commune de Mouret. Maintenant, j'habite en Suisse, puis je suis binational. Je me suis réfugié en Suisse, donc j'ai quitté ma section de commune. Je suis un ex aussi parce que j'ai passé ma vie enseigné à l'Université de Genève, dans un domaine aussi qui n'a pas grand-chose à voir avec celui que l'on traite actuellement, c'était la comptabilité financière. Mais enfin, néanmoins, je suis venu. Alors, et puis je suis aussi très sceptique sur l'avenir des sections de communes. Quand j'ai vu le projet de loi du Sénat, c'est clairement la mise à mort des sections de communes qui a commencé avec la loi de 1985, qui a commencé à faire disparaître tout ça. Et puis, finalement, c'est M. Louvain qui m'a redonné espoir. Je me suis dit, il y a quand même des choses possibles et qui se passent ailleurs qu'en France, c'est sûr. Pourquoi pas en rêver? Pourquoi pas faire parler M. Louvain à l'Assemblée nationale, au Sénat, puisque c'est là que tout se joue. On parle beaucoup de l'administration, mais c'est quand même un problème politique. Ce sont nos sénateurs, ce sont les députés qui font ces lois. Et à mon avis, contrairement à ce qu'on a entendu, ces personnes, ces femmes ou ces hommes sont très sensibles aux sections de communes. Ils veulent en fait s'accaparer déjà de l'argent, c'est déjà fait au niveau des communes, parce que bien souvent l'argent des sections de communes part dans le budget communal, mais n'en ressort pas.
En tout cas, c'est mon expérience à Mouret. Et puis, d'autre part, maintenant, c'est la fin parce qu'on veut s'accaparer des biens. Et l'objectif, dans certains cas, je ne vais pas dire dans tous, c'est comme quand on a eu un accaparement de biens après une guerre, après une révolution, eh bien, on les vend. On les vend pour faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? J'en sais rien. Mais en tout cas, on les vend. C'est le but final. Il ne faut pas se voiler la face, je crois. Alors, bon, moi, j'ai une petite expérience dans le domaine de ces sections de communes parce que on a eu un petit problème à Mouret à propos d'une antenne, etc., qui allait dévaster un point de vue, un mont, hein, une prairie sèche, au siècle dernier. Alors on s'est battu. À l'époque, on n'était pas organisé, mais tous les ayants droit se sont mobilisés. Et on a fait des pétitions, on est allé au tribunal, etc. Au tribunal pour essayer d'avoir une commission syndicale, puisqu'à l'époque, c'était après 85, c'était un peu pas la mode, mais une possibilité. Elle nous a été refusée. Pourquoi? Parce que les revenus fiscaux étaient insuffisants. Et la loi était très bien faite. Hein, et chaque préfet, dans chaque département, fixait un montant le plus élevé possible pour éviter que les commissions syndicales se créent. Donc c'était couru d'avance, c'était bien organisé. Et on a quand même réussi à éliminer ce projet. Donc on a sauvé notre mont, dont tout le monde profite actuellement. Parce qu'avec une antenne, il y a une route, il y a une ligne électrique, etc. Hein, c'est pas rien. Et par la suite, on s'est dit, peut-être la section de commune, puisqu'on ne peut pas vraiment l'organiser avec une commission syndicale, on va choisir un autre moyen. On a créé une association qui a toujours pour but de l'entretien, la connaissance, la préservation de ces sites assez particuliers et riches. Et cette association elle a pris le nom d'Orilan. Alors Orilan, ça fait le lien avec Saint-Jean-Golfe, parce qu'Orilan, c'est le nom d'une ancienne variété de châtaigne, dans le département du Léman. On a trouvé ça dans un inventaire des châtaignes, fait au temps napoléonien, du blocus continental, évidemment. Et le lien avec Saint-Jean-Golfe, Suisse, excusez-moi, c'est que les bourgeois suisses, eux, ont créé une fondation, hein, je crois, c'est une fondation, hein, qui s'appelle Castanea, et qui a pour objectif, et qui le fait, de restaurer une châtaigneraie. Des centaines et des centaines de châtaigniers, qui étaient un peu à l'abandon. Et c'est un projet fantastique, hein, qui reçoit, non, je crois, peut-être des subventions, mais en tout cas des dons d'organismes importants, privés, comme Migros notamment, hein, et qui fait là un excellent travail de préservation d'une richesse naturelle. Donc c'est un exemple fantastique. L'exemple français est tout aussi fantastique. Hein. On voit qu'il y a des sections de communes qui vivent en harmonie. Le paradis n'existe nulle part, hein, mais en harmonie avec une commune, avec son maire, avec Madame le maire. Alors, tout ça, ça redonne un peu d'espoir. Pour ce qui me concerne, pour notre expérience à Mouret, la commune de Grilly, notre ennemi, bien souvent, c'est le maire. Voilà, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est malheureusement le cas. Donc, si on va de l'avant, comme cela a été dit bien de fois maintenant, je crois que si on veut avoir un petit espoir pour les sections de communes, les communs en France, il faudrait peut-être agir au niveau des maires, au niveau des députés et des sénateurs et au niveau de l'Europe. Alors pourquoi les maires? Parce que je pense qu'il y a une association des maires de France, hein, qui pourrait être sollicitée, qui pourrait faire, avec qui on pourrait avoir des discussions, pour faire expliquer, pour montrer qu'on est constructif, que les sections de communes sont là pour construire des choses dans l'intérêt de tous,
On pourrait aussi, bien sûr, contacter députés, sénateurs. Les sénateurs, c'est difficile parce qu'ils représentent en grande partie les maires, hein, mais les députés sont quand même élus par le peuple, donc nous. Ils pourraient être peut-être un peu plus réceptifs. Et puis, au niveau de l'Europe, eh bien, il y a quand même un Conseil de l'Europe et puis une charte européenne de l'autonomie locale. Hein? Alors, j'ai pris quelques notes là. Et il y a un congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Donc, ce Conseil de l'Europe s'intéresse quand même au local. Alors, évidemment, en France, on leur dit, le local, ça commence aux communes. Hein? À nous, aux sections de communes, de faire valoir leur existence et leur intérêt. Je pense que le départ commence auprès des maires, mais l'urgence, c'est quand même le projet de loi du sénateur de l'Ain, qui a été contresigné par des sénateurs uniquement républicains. Je suis de droite, je n'ai rien contre les républicains, hein. Mais c'est quand même assez parlant. Hein. Donc il y a un parti à solliciter, à manœuvrer si possible, pour essayer de bloquer, si possible, ce projet de loi, parce qu'il se passera. Parce que les députés et les sénateurs voteront là une fois qu'ils seront endormis, parce que ça n'a pas d'importance, hein, et ça passera sans autre. Donc je pense qu'il y a urgence. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette urgence? Je ne sais pas, hein, ça, je pose le problème. Hein. Voilà. Merci Je vais beaucoup. respecter les 10 minutes. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà encore un autre point de vue. Et on attend le dernier qui va être donné par Nicolas Kraus, mon voisin de droite, et qui est responsable d'un programme d'une fondation dont il va nous parler. Donc je vous donne tout de suite la parole. Merci. Je ne vais pas vous parler des biens sectionaux. Moi, je travaille pour une fondation franco-suisse qui s'appelle la Fondation Charles-Léopold Mayer. Et je suis basé à Lausanne, à l'UNIL, puisqu'on a déménagé récemment, donc on est voisins, chers voisins. En fait, et je voudrais finir, puisque je suis le dernier à parler, sur une note plutôt positive. Alors, peut-être même l'optimisme de la volonté, hein, vous connaissez la formule. En fait, avec ma fondation, on essaye de soutenir le mouvement des communs depuis une dizaine d'années en tant que tel, en assumant le fait qu'on parle de communs. Mais ça remonte à bien longtemps, et je pense dès les années 90. Et en fait, on essaye de le faire à travers 3 approches, qui correspondent d'ailleurs à la manière dont la fondation travaille. Alors, c'est une fondation privée qui donne de l'argent. C'est une fondation donatrice qui dispose d'un capital et qui donne les intérêts du capital tous les ans. Donc, nous, on a 3 approches. Ce qu'on appelle la mise en réseau, l'appui à la production de propositions, c'est-à-dire ne pas s'opposer seulement, mais proposer. Et puis, le dernier levier, c'est le plaidoyer. Et en fait, quand je regarde ce qui s'est passé sur les 10 dernières années que moi j'ai vécu personnellement dans cette fonction, sur ces 3 chapitres, moi je suis plutôt confiant dans l'évolution du mouvement des communs. Premier volet, la mise en réseau, le mouvement en tant que tel. Pour faire avancer les communs, il faut des forces sociales, il faut des commoners. Et ça, je trouve que depuis 10 ans, on a fait énormément de progrès. Déjà, la notion de commun, elle parle à beaucoup de monde, à beaucoup d'organisations de la société civile qui se sont appropriées la notion, depuis que, grâce à Elinor Ostrom et à son prix Nobel, on en parle aussi. Il y a eu quand même un basculement à ce moment-là, autour des années 2010. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de mouvements qui se revendiquent des communs, mais aussi qui, malgré des approches différentes de cette notion de commun, convergent. Parce qu'en fait, si on veut faire ça de manière très schématique, on a grosso modo l'attribut des commoners des ressources naturelles, hein, donc les forêts, enfin tout ce dont on vient de parler. L'attribut qui est quand même aussi très importante
des communs de la connaissance. Et il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans ce domaine des communs de la connaissance, avec notamment la création des Creative Commons. On doit rendre hommage à des gens comme Lessig, à Aaron Swartz, qui en est mort, voilà, donc qui ont fait avancer cette revendication d'un commun de la connaissance. Le mouvement des logiciels libres, qui a explosé. Alors certes, il n'est pas dominant, il y a encore Microsoft, Apple, voilà, mais il y a quand même de plus en plus d'utilisation des logiciels libres. Et les logiciels libres sont faits, c'est vraiment le modèle même d'un commun et du commoning. Et puis le dernier mouvement, qui est peut-être un peu le plus récent et peut-être un peu le plus flou, qu'on appelle les communs urbains. Des gens qui se reconnaissent autour d'une réappropriation de l'espace urbain, des espaces publics, à travers des tiers-lieux. Il y a tout un mouvement des tiers-lieux qui explose aussi en ce moment, alors avec aussi des politiques publiques qui ne sont pas forcément en phase avec certaines conceptions des tiers-lieux. Ça, on peut en parler, mais on n'a pas le temps. Mais voilà, et en fait, et moi je pense que ces différents mouvements convergent. Et ça a été aussi, on y a contribué avec ma fondation. On a travaillé beaucoup avec la fondation Heinrich Böll en Allemagne, qui a été une des premières à remettre aussi des communs, à réinvestir de l'argent et de la connaissance dans les communs, au sens des communs militants. Donc voilà. Et alors, pour finir sur ce point, pour vous dire à quel point les choses sont quand même évoluent plutôt bien, il y a une Assemblée nationale des communs qui va se tenir à Marseille en novembre, et j'ai quelques flyers ici, et à laquelle je vous invite vraiment. Et notamment, vous verrez, il y a tout un tas de sujets, dont, je le lis, la propriété et les autres mécanismes pour libérer les communs fonciers. Donc on est vraiment dans le sujet d'aujourd'hui. J'accélère. Deuxième chapitre, les propositions. Là aussi, on a une production incroyable sur les communs, une production intellectuelle incroyable. On y a un peu contribué. On a une maison d'édition qui s'appelle les éditions Charles-Léopold Mayer, qui a publié en 2014 le bouquin de Bollier, enfin qu'il a traduit et publié, La Renaissance des communs. Mais bon, ça c'est peut-être... Voilà, mais il y a énormément de livres. Les livres de Benjamin Coria, des productions, des travaux intellectuels. Je vois Olivier Jaspard qui consacre ses nuits et ses week-ends à travailler sur la notion de droit administratif des communs, qui est très importante. Donc là aussi, on a quand même une expertise qui se développe, et ce que j'ai écouté aussi tout au long de la journée donne confiance véritablement, puisqu'on a quand même des professeurs de droit et aussi d'autres disciplines qui investissent cette notion de commun, qui aussi dépasse d'une certaine manière l'horizon purement ostromien, hein, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur une autre approche, une autre dimension que celle des communautés qui gèrent des ressources naturelles. Et tout ça, donc, constitue un corpus qui peut ensuite se transformer en loi, en règlement, en normes juridiques. Et c'est le dernier point, donc c'est cette approche de plaidoyer qui me paraît très importante. À la Fondation, on a une sorte de slogan pour expliquer ce qu'on fait, c'est qu'on finance, on soutient le passage des bonnes pratiques aux bonnes politiques. Et les communs, c'est que des bonnes pratiques. Il en a été question beaucoup aujourd'hui. Mais comment, en fait, tout l'enjeu, et ça a été dit aussi brillamment, et j'écoutais ça avec passion par M. Louvain, c'est comment est-ce qu'on produit, comment on politise les communs pour produire les cadres juridiques et légaux qui vont permettre que les communs ne sont pas à la marge, ne sont pas à l'exception, mais deviennent la norme. Et là-dessus, bon, je peux citer autour de ces questions de propriété quelques partenariats de la Fondation. Alors, je parle de la Fondation, mais il y a aussi d'autres fondations qui soutiennent les mêmes genres de choses. Je voudrais en citer 4. Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs aujourd'hui, c'est cette notion de propriété collective dans le logement. C'est très important. La loi Allure de 2014 a donné une ouverture en droit français au Community Land Trust sous la forme des offices fonciers solidaires. Tout ça est en train de se construire. Et notamment, il y a un réseau en France qui s'appelle Habitat Participatif France, qui a tenu d'ailleurs sa rencontre nationale il n'y a pas très longtemps à Lyon, qui s'empare de cette ouverture législative et juridique
pour promouvoir l'habitat collectif et l'habitat participatif. Et c'est très important. Et donc, c'est un mouvement qui est encore naissant, mais qui va se développer et qui va peut-être atteindre le niveau de ce qu'on a en Suisse, qu'on connaît bien avec les coopératives d'habitants à Genève, à Meyrin et évidemment à Zurich, plus loin dans le temps. Donc, Habitat Participatif France sur le foncier urbain, c'est-à-dire sur le logement. Un autre exemple aussi, on soutient un travail commun entre Terre de Liens, que vous connaissez, je pense, et Acter, qui est un petit think tank sur les questions de ressources naturelles, pour un plaidoyer pour une loi foncière qui permettrait donc de préserver les terres agricoles qui disparaissent aujourd'hui. Alors, il y a plein de dispositifs qui ont essayé d'empêcher cette disparition, mais qui ne fonctionnent pas. Donc là, ils travaillent sur un projet de loi, avec d'ailleurs certains députés, bon, ça sera pour la prochaine mandature, mais qui pourrait renforcer les dispositifs de protection, les objectifs de zéro artificialisation des terres agricoles, et aussi l'enjeu qui est crucial de renouvellement des paysans. Parce qu'aujourd'hui, tous les ans, on perd environ de 6 000 paysans. Donc il y a cet enjeu-là autour du foncier agricole. Encore 2 exemples et je finis. En Afrique de l'Ouest, on soutient un réseau qui s'appelle la Convergence pour la convergence des luttes pour la terre et l'eau, qui essaye de faire reconnaître les coutumes, enfin le droit coutumier et notamment les propriétés collectives coutumières pour lutter contre l'accaparement des terres. Un accaparement des terres d'ailleurs en Afrique qui n'est pas simplement le fait des multinationales du Nord, mais aussi de phénomènes locaux, des gens qui mettent la main, des notables, qui mettent des urbains d'ailleurs, qui mettent la main sur les terrains ruraux, sur les terres agricoles, parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées par le droit, elles ne sont pas au cadastre, etc. Donc ça, c'est un élément qui produit, c'est un réseau qui produit aussi des propositions qui vont être ensuite mutualisées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis le dernier exemple aussi, qui est que j'aime bien, c'est un soutien au fonds de dotation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc vous connaissez l'histoire, le projet de l'aéroport a été abandonné. Les terres qui étaient bloquées, qui étaient gelées pour ce projet d'aéroport sont revenues à la propriété publique donc, du conseil départemental de Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés sur la ZAD veulent se réapproprier ce foncier, notamment qui est principalement agricole, pour avoir une vision à long terme de leur présence et de leur projet de vie sur la ZAD. Et donc, ils ont créé un fonds de dotation. Et là aussi, donc, c'est un outil juridique qui peut être intéressant et sur lequel il faut travailler. Ce fonds de dotation, donc, veut se porter acquéreur de ces terres qui, aujourd'hui, le problème ne sont pas en vente. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil départemental a dit, non, nous, on ne vend pas parce que la meilleure propriété collective, c'est la propriété publique. Donc, ça rejoint beaucoup de choses qu'on a évoquées aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse imaginer le combat qui n'est pas terminé, mais je pense qu'en tout cas, il se dote des moyens juridiques et il faut aussi des moyens financiers pour, le moment venu, se porter acquéreur de ces terrains. Voilà, j'ai évoqué ça. Pour finir les pistes, mais en 3 mots, voilà, je pense que, donc je redis, pour moi, les enjeux pour que ce mouvement positif continue, c'est la convergence des commoners, praticiens, militants, avec les chercheurs que vous êtes, pour continuer à produire ce droit. Après, il y a une question qui est importante, c'est la rémunération des commoners. On l'a à peine évoqué, mais c'est une question fondamentale qui divise encore un peu aussi les mouvements. Ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Et puis la dernière question, c'est la relation à la puissance publique. Voilà, donc ça a été longuement évoqué, donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Merci. Voilà, merci à tous 4 pour vos éclairages. On voit que ça rajoute encore à la fois, je dirais, de l'eau au moulin, puis aussi peut-être quelques
perspectives nouvelles, certaines étant aussi contradictoires. C'est assez intéressant de voir aussi ces points de vue. Dans le petit quart d'heure qui nous reste, on va ouvrir la discussion à la salle. N'hésitez pas aussi à solliciter Monsieur Louvain, qui a rejoint aussi cette table ronde. Si vous avez vu qu'il a été souvent cité par les autres intervenants qui ont puisé certains éléments dans ce qu'il a présenté. Donc, à vous la parole. Oui, Jean-François. Merci. D'abord, quand on a construit cette journée, nous avons sollicité, pour répondre à M. Blanc, nos nombreux sénateurs et députés. Tous ont refusé de venir pour des questions d'agenda ou un peu gênés aux entournures. Voilà. Nous avons notamment invité le sénateur de l'Ain qui porte la proposition parce qu'on voulait débattre tout simplement de manière constructive avec lui. Donc, nous avons également sollicité l'Association des maires ruraux de France qui était tout à fait disposée à collaborer et m'a dit qu'il y aurait 2 personnes qui viendraient aujourd'hui et vous le voyez, elles ne sont pas venues. Mais nous continuerons puisqu'ils m'ont promis qu'on se reverrait ils m'ont invité d'ailleurs à Lyon pour venir en parler avec eux. Donc en fait, on amorce un sujet ici qui n'était jamais dans le débat public. Donc il est normal qu'au début, ce soit difficile de toucher le plus haut niveau. Mais je pense que c'est un sujet qui va essaimer. Donc peut-être que pour le prochain événement ou les prochains événements que nous montrons dans le cadre du projet Comet, il y aura d'autres acteurs. Alors je voudrais poser une question à Antoine de Boismenu et puis une question à M. Crotz. Antoine a parlé à la fin de son intervention, il n'avait plus le temps de parler, alors je vais lui redonner la parole. Il a dit que, certes, il était un peu pessimiste, on a senti dans son discours, mais en même temps, il pensait qu'il était possible de reprendre les choses en main par l'investissement et donc par l'implication des acteurs. Et j'aimerais qu'il puisse nous dire ce qu'il a derrière la tête en la matière. Et pour Nicolas Crotz, j'aimerais savoir concrètement comment la Fondation sélectionne ces projets. Est-ce qu'elle résonne de manière individuelle? Je ne crois pas. Vous parlez de réseaux, soutien à des réseaux. Donc, est-ce qu'on peut imaginer concrètement des soutiens à des réseaux de communaux et sur la base de quels critères, en fait? Comment vous travaillez? Voilà, 2 questions complètement différentes. Oui, je vais essayer. Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Chaque section devrait faire ce travail d'identification, de réidentification de la section, de savoir d'où elle vient, comment elle est constituée, quel est son territoire, de rédiger une sorte de charte. Je sais que Mourex l'a fait et c'est très intéressant. Ça serait déjà une première base de savoir quels sont les bénéficiaires, les usages, l'historique, etc. Il y a des pièces de procès qu'on peut retrouver en mairie parfois qui sont particulièrement intéressantes. Ensuite, la deuxième étape, ce serait de réunir ceux qui sont intéressés et de savoir à quoi on veut faire servir cette section à l'avenir. Certes, il y a les usages existants, mais il y a plein d'usages nouveaux. La dernière intervention était très intéressante parce que ça permet de croiser avec des usages urbains, avec des usages dans d'autres secteurs, etc. Et ça, c'est de la créativité pour réenrichir les sections rurales qui sont celles dont on se préoccupe le plus et c'est celles qu'on a le plus en tête. Mais il y a tous les enjeux environnementaux. On ne va pas lancer ici le débat des éoliennes, ce n'est pas le sujet, mais il y a quand même des enjeux de dépollution, des enjeux de stockage de carbone, il y a des enjeux de diversification agricole, il y a des enjeux de nouveaux usages de loisirs, d'animaux de loisirs, de choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui bouillonnent et qui méritent d'être mises en avant. Tout ça, c'est du concret, en fait. Je pense qu'il faut aussi essayer, malgré les textes en cours, de faire fonctionner les sections sur la base d'associations de loi 1901 ou de, je ne sais plus, j'ai plus en tête, mais je crois que la loi, je ne sais plus laquelle dernière, permet de créer des associations d'usagers ou choses comme ça. C'est ça qu'il faudrait peut-être faire. Et puis ensuite, il faut peut-être aussi se battre. Et je suis content qu'on ait parlé de Notre-Dame-des-Landes parce que bon, il y a des aspects polémiques, certes, mais le résultat est là. Et quand on voit les années pendant lesquelles les gens de Notre-Dame-des-Landes se sont battus pour arriver à préserver ces espaces, on se dit qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et effectivement, la citation de Terre de Liens est très, très intéressante parce que c'est aussi des gens qui concrètement
utilisent le droit, inventent des nouvelles catégories. Ils ont créé une fondation, ils sollicitent des fonds privés notamment, parce qu'ils ont bien compris que, comme vous le disiez, la meilleure des protections publiques, c'était le collectif privé en quelque sorte. Et c'est vrai que tout ça mérite d'être fait. Et je pense que c'est ensuite, et puis je m'arrête là, c'est ensuite que on pourra s'appuyer sur les réflexions des juristes pour caler et imbriquer des constructions juridiques sur tout ça de façon à protéger à long terme et à développer les sections. Et bien sûr, il faut aussi utiliser tout ce qui se fait au niveau européen dans d'autres pays, parce que ce n'est pas la peine de vouloir faire l'Europe et de continuer à fonctionner de façon juxtaposée sans s'inspirer des riches développements que connaît par exemple l'Italie. Merci. Et Monsieur Cross. Oui, merci pour votre question. Alors, pour être tout à fait franc, en fait, nous, on ne soutient pas des projets, on soutient des acteurs. C'est peut-être, ça vous paraît peut-être une nuance, mais c'est très important. Par exemple, la Fondation de France fait des appels à projets. Beaucoup de fondations financent des projets avec une durée. Voilà, ça commence à temps et ça finit. Voilà. Nous, comme on finance du plaidoyer, on finance des acteurs et des structures, donc avec des coûts, on finance des coûts structurels des organisations, donc des salaires par exemple, sur du long terme. C'est-à-dire par exemple, j'en ai pas parlé, mais on est sur la lutte contre les OGM depuis 30 ans et on finance InfoGM en France depuis 30 ans, en renouvelant, alors c'est des conventions de 3 ans qui sont renouvelées comme ça, parce que voilà, c'est un combat permanent qui n'est pas gagné d'ailleurs, donc qui nécessite encore une veille citoyenne et voilà. Alors après, sur la question des communs, on a financé la Peer-to-Peer Foundation de Michel Bauwens, qui a beaucoup travaillé sur les questions de numérique et aussi qui a beaucoup réfléchi à la question des partenariats publics-privés aussi, enfin le rapport à l'État. Et aujourd'hui, on soutient Remix the Commons, donc, qui est un peu le réseau francophone des communs et qui organise donc cette Assemblée nationale avec d'autres, évidemment, à Marseille. Tout ça pour dire qu'en fait, on ne peut pas entrer en matière sur des projets locaux. On a des moyens limités. Le montant de la totalité des dons par an, c'est 8 millions. Alors, principalement en France, en Suisse, en Belgique. Donc, voilà, on peut pas entrer, on peut pas financer du local, en fait. Malheureusement. Merci. Autre question? Alors, Monsieur Louvain, et puis après Madame. Puisque c'est bien de ce côté-ci que je voudrais me tourner, Madame le maire, parce que vous avez évoqué, en quelque sorte, un problème qui est capital et dont on n'a pas tellement, à mes yeux, encore discuté aujourd'hui. C'est justement la question qui sont les ayants droit. Et vous avez évoqué aussi la question qui ne peut pas être un ayant droit. Alors, je vous dis, et comme vous savez, les Italiens sont des gens qui se prennent très peu au sérieux, mais qui arrivent par là, parfois, à résoudre les problèmes de façon très naturelle. Je sais pertinemment que dans les statuts, dans les règlements des communs de ma propre région, la notion de participation exclusive, masculine, dans la titularité des droits est presque toujours présente dans l'histoire. C'était dans les mœurs et dans la tradition juridique jusqu'à la fin du XIXe siècle quand même. Et pourtant, cela n'a jamais posé de problème et maintenant l'évolution du temps fait de sorte que j'ai retrouvé, en arpentant avec mes amis les quatre coins de la communauté valdôtaine, je trouvais plein de femmes présentes dans ces réunions. Et personne n'a jamais évoqué ce problème, alors qu'il existe d'un point de vue théorique, mais en réalité, tout automatiquement, les femmes ont commencé à prendre part à l'activité et à la gestion des communs, et nous avons des présidentes aussi de consorterie. Alors comment ça se fait-il? Ça se fait qu'il y a des constitutions. Et dans la Constitution, il y a un principe qui est le principe de l'égalité. Et donc, s'il y a une loi générale ou une loi privée, comme c'est dans ce cas,
où il y a une disposition qui est contraire à un principe fondamental de la Constitution, ce principe automatiquement doit être désappliqué. Il ne peut pas être traduit en exécution, donc il ne peut pas y avoir une décision qui interdit à une femme de détenir une quote-part d'une consorterie et d'être membre de l'organisation. Cela m'amène cependant à ouvrir une autre porte, qui est celle de ceux qui souhaitent entrer dans la consorterie chez nous, dans la bourgeoisie, etc. Et là, c'est un problème délicat. Et c'est un conflit social, finalement, entre les gens de l'endroit qui ont toujours vécu, qui connaissent fort bien, et ceux qui arrivent et qui se disent, mais bon, finalement, j'ai la résidence dans la commune, j'habite tout à côté de vous, pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être moi aussi un feu faisant? Finalement, j'ai un foyer, j'ai à me chauffer, ainsi de suite, puisque c'est le bois, très souvent, qui est un des enjeux. Pour ce qui est des pâturages, les touristes en général sont moins partie prenante, mais pour ce qui est du bois, surtout de ces temps-ci, ayant une multiplication de cheminées à l'horizon pour des raisons aussi de changement climatique, etc., nous avons la nécessité de nous poser le problème. Nous sommes en train d'ouvrir des portes dans cette direction, de poser des règles, puisque la notion historique de feu faisant et d'ayant droit ne correspond plus à la réalité des faits. Et je pense qu'on y parviendra petit à petit. Il ne faut pas non plus ouvrir les portes, parce que si les gens qui viennent de l'extérieur voient uniquement l'utilité, le bénéfice et ne voient pas la responsabilité et le côté de solidarité, alors il y a un malentendu de fond et ça posera certainement des conditions de conflit. Mais il faut se poser cela. Et c'est un point de force pour les communs que d'intégrer des gens venant de l'extérieur, de ne pas perdre des gens, puisque là, il est aussi question de perdre des droits lorsqu'on quitte le village, lorsqu'on quitte la commune d'origine. Alors garder certains liens d'une façon intelligente permet aussi de ne pas perdre un potentiel humain qui est fondamental. Les communs sont finalement avant tout une société organisée autour d'un bien et il faut que cette société puisse continuer à tenir d'un point de vue aussi numérique. Madame la maire, voulez-vous réagir? Je vais répondre sur la deuxième et après sur la première, je vais prendre dans le sens inverse. Sur la deuxième, effectivement, l'entrée n'est pas possible dans la société bourgeoisiale. Et la sortie, je crois non plus, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de la notion d'ayant droit, donc il y a un certain nombre de propriétaires, finalement je dirais peut-être... Allez, 20% des propriétaires habitent encore sur la commune. Les autres ont transporté leurs droits et viennent de temps en temps, d'ailleurs, regarder si le village de Saint-Gingolph va toujours bien et font des remarques légèrement hautaines sur la bonne gestion ou non de la commune dont ils ont apporté avec eux un morceau de propriété, parfois à travers les générations et les continents. Ce qui revient sur la question de la gouvernance et de l'ouverture que je disais tout à l'heure. Et puis alors sur la question des femmes, ce que je sais, c'est que c'est ancré dans leur pratique. En revanche, est-ce que c'est écrit? Ça, je ne le sais pas. C'est vrai que ça serait anticonstitutionnel. Et quand on est maire d'une commune telle que Saint-Gingolph, on est mal placé pour aller regarder dans les archives et du coup on est heureux que des juristes tels que M. Joie se penchent sur la question. Je vais lui céder la parole parce que je pense qu'il a plus d'informations que moi parce que je ne suis pas allée fouiller dans leurs affaires, ce qui rendrait tout de suite un peu plus compliqué la relation avec eux. J'ajoute juste un mot. Jean-François, rapidement. Oui, parce qu'on a posé la question aux ayants droit, aux bourgeois, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Justement, clairement, frontalement, je leur ai dit, mais c'est bizarre, il n'y a aucune femme. La première rencontre avec eux, ils me disent, oui, mais c'est comme ça. C'est dans notre coutume, aux usages. Je dis, mais
vous pouvez changer vos usages parce que justement, vous n'êtes pas une section de commune, donc vous êtes une société de fait. Vous créez depuis des temps immémoriaux vos propres règlements. Donc, vous pouvez faire et défaire. Il m'a regardé avec des grands yeux et la deuxième fois quand je suis retourné, Il pense à intégrer. Monsieur de Riva m'a pris à part. Il m'a dit, dites donc, la dernière fois, vous m'avez parlé des femmes. J'y ai pensé. Il m'a dit, mais comment faudrait-il faire? Donc ça avait cheminé. Explique-moi comment faire avec les Et donc femmes. je lui ai dit, mais vous... d'une certaine manière. Et je lui ai dit... Et donc, on sent bien qu'il y avait un malaise vis-à-vis de cette relation aux femmes. En tout cas, je lui ai juste dit, mais vous êtes souverain. Vous avez la chance d'être une entité privée qui a ses propres règles. Donc, mettez-vous en conformité, réunissez-vous en assemblée générale, échangez vos règles et tout ira bien. Donc, c'est en réflexion. Oui, c'est en réflexion, ça, c'est sûr. Une remarque de Monsieur Louvain. Court. Toujours dans le droit fil de cette réflexion. Mais il y a 2 semaines, me paraît-il, les Suisses ont quand même changé une ancienne coutume. On avait coutume de se marier entre hommes et femmes. Et paraît-il que le peuple souverain, ou les peuples de Suisse si vous préférez, en ont décidé autrement. Alors, comme dans la plupart des chartes fondamentales des communs, il est écrit les pères de famille, je crois qu'ils ont déjà trouvé la solution. Parce que l'évolution de la famille fait de sorte que la définition même de père est une définition qui est périmée. C'est pour dire finalement, le droit n'est pas uniquement un carcan lourd, rigide, etc. C'est une bête qui bouge, hein, c'est quelque chose de très très vivant et je ne m'arrêterai pas personnellement sur des aspects de ce genre. C'est des témoignages, c'est des reliques aussi que l'on peut garder formellement, mais tout en pratiquant en quelque sorte une religion différente. Hein, voilà. Voilà, Madame. Merci beaucoup. Je suis du grand public, un peu une observatrice extérieure, puisque j'habite dans une section de commune, mais je ne suis pas ayant droit. Et j'ai un peu l'impression, en fait, que toutes les sections de communes où qu'elles se trouvent en France, pour l'instant, sont seules, se retrouvent seules, n'ont pas vraiment de moyens de communiquer. Il y a la FASC qui est formidable et qui fait un travail incroyable, mais auquel beaucoup de sections de communes n'ont peut-être pas recours, ils ne peuvent pas tout faire. Les sections de communes peuvent être très rurales et donc très éloignées de l'informatique, etc. Il y a un manque de moyens. Quelle serait une possibilité pour créer quelque chose, un site web qui regrouperait les sites web, y compris quelqu'un a mentionné le fait que notre section de commune en a créé une, je crois que c'est Antoine, pour que toutes les sections et les gens qui soutiennent la notion de commun puissent retrouver les informations plus facilement aujourd'hui pour les appuyer. Nous vivons dans une situation, monsieur le professeur Blanc a fait remarquer que dans notre commune, l'ennemi, c'est très souvent madame la maire, qui est d'ailleurs ayant droit de la section de commune. Et Quelque chose à dire là-dessus. Et donc, je dirais que c'est facile de dire que les sections de communes, les ayants droit, doivent lutter en leur faveur, faire connaître leur situation, etc. Mais si vous risquez de vous faire interdire une demande de PLU ou autre chose de construction, etc., parce que la maire ou le maire vous a déjà visé comme étant quelqu'un qui va troubler sa paix, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc, je me tourne vers monsieur le professeur Joie pour demander, j'ai cru entendre quand monsieur Louvain parlait que la notion en Italie dès que quelque chose existe, son existence est reconnue, quelque chose plus ou moins. Oui. Donc, c'est-à-dire ces sections de communes, malgré tous les efforts que les sénateurs font en France pour les faire disparaître depuis des années, continuent bel et bien d'exister. Alors, est-ce que cette notion en France de l'existence de quelque chose qui perdure doit
prend formellement une existence légale existe, je ne sais pas. Et par rapport au déclic que Madame la professeure Walters a posé aussi à propos du déclic en Italie, quels seraient les facteurs de déclic en France que vous pourriez nous identifier? Parce que je suis aussi devant un peu le questionnement que faire, comment faire et comment faire en sorte que cette dichotomie entre, par exemple, Madame la maire qui dit que la bourgeoisie, c'est un club fermé, alors qu'une section de commune, ce sont des ayants droit qui viennent de toutes parts. Et notre section de commune a des représentants de toutes sortes. Et effectivement, les mœurs doivent évoluer parce que féministe, moi aussi, je suis bien d'accord que dans les traditions que nous voudrions perpétuer, nous voulons aussi voir un changement profond et fondamental dans la manière dont cette propriété collective est gérée. Et je crois que ce n'est pas seulement naturellement que cela va se passer. Il faut aussi le tenir très dans son esprit, très vivement, pour faire en sorte que cela accompagne une meilleure situation. Voilà, merci. Merci. Alors, Géraldine Figuer voulait réagir. Et Oui, puis je voudrais ensuite, je donnerai le mot de la fin à Jean-François Joie. Un tout petit mot pour dire que effectivement mon prédécesseur, lui, était issu de la bourgeoisie et avait de très très mauvais rapports avec la société bourgeoisiale parce qu'il était en conflit de loyauté permanent. Il se sentait obligé de devoir justifier qu'il ne favorisait pas, etc., etc. Et le fait que moi-même je sois une femme et non ayant droit et que je ne puisse pas l'être en plus, a vraiment pacifié et installé une relation équilibrée entre la commune et la bourgeoisie. Je voulais juste faire part de cette anecdote. Merci. Donc, le mot de la fin à Jean-François et ensuite on donnera la parole à Arnaud Boux pour la conclusion. Alors, ça va être compliqué de répondre à toutes les questions qui ont été posées en même temps, je dirais. Je vais résumer à une chose. Quel déclic? L'urgence. Pour moi, c'est l'urgence des enjeux de société qui fait que les citoyens doivent se prendre en main d'abord. Ensuite, le déclic se fera parce que les élus auront senti qu'il y a un mouvement de fond citoyen qui appellera des réponses politiques. Aujourd'hui, les élus, je généralise, je caricature volontairement, ne sentent pas ce mouvement de fond, pas suffisamment, et donc il ne se passe rien. Ou alors il y a là, toujours la petite musique de l'anachronisme et donc de la rationalisation administrative, etc. Comment les choses se passent généralement en France? C'est parce qu'il y a des lobbies très forts qui interviennent et les choses bougent. Je suis assez surpris de voir que ce milieu de la ruralité communaux, qui est pourtant très important, persistant et aussi peu structuré, alors même qu'il a des ramifications très fortes dans des lobbies parmi les plus forts de France, comme les chasseurs, et qu'il n'y ait pas de synergie finalement entre ces deux lobbies, curieusement. C'est une première remarque. Donc sans doute que les déclics, l'urgence commande des réponses, des structurations et ensuite un mouvement social suffisamment fort pour faire réagir le législateur. Sur la reconnaissance des systèmes qu'on a évoqués, alors ils sont pas aujourd'hui, ce que j'expliquais tout à l'heure dans mon intervention, c'est qu'on pourrait espérer une nouvelle reconnaissance contemporaine, c'est-à-dire au XXIe siècle, de ces systèmes ancestraux. Mais ils sont reconnus par la loi, les sections de communes le sont, le Conseil constitutionnel les a reconnus, les jurisprudences en parlent, donc il y a une reconnaissance qui existe bel et bien, mais elle est éparpillée. Mais je crois qu'aujourd'hui, on aurait peut-être besoin d'une vraie reconnaissance symbolique par la République de ce patrimoine. Et une dernière chose, et j'en termine par là, moi je suis beaucoup moins pessimiste, j'ai évoqué souvent l'avenir, et à propos des femmes, il y a aussi de très beaux exemples de leadership pris par les femmes dans certaines communautés, alors pas trop en France, mais encore chez nos voisins italiens. Derrière moi, il y a Daniela Risso qui pilote une communauté très importante à côté de Cuneo à Andono, et qui est remarquable par son énergie et sa capacité à fédérer et à emporter. Et je crois que sur les territoires, ce qui manque, c'est pas simplement des gens qui s'investissent. On manque aussi de leaders, au sens strict, leaders positifs, des gens qui entraînent. Et voilà, il faut les trouver, il faut les entourer aussi. Alors que, je ne sais pas si Daniela veut dire quelque chose, mais en tout cas, j'ai passé quelques jours sur le territoire et j'ai pu mesurer comment elle avait réussi à structurer ses ayants droit
tout en travaillant avec les collectivités locales. Voilà. Donc il est possible de faire bouger les choses. Voilà, eh bien, je pense qu'on peut conclure la table ronde sur ces notes positives. Je remercie tous les intervenantes et intervenants pour vos apports. Merci également à Monsieur de Boismenu, excusez-moi, qui était à distance. Et je demande directement à Arnaud Boux de venir nous adresser quelques mots de conclusion. Donc, pendant qu'il se déplace, Arnaud Boux est professeur à Sciences Po Grenoble. Il est membre de ce réseau Comet et c'est lui qui organisera à la fin de ce processus, donc au printemps prochain, une journée également à Grenoble. Donc, Arnaud, je te passe la parole directement. Merci Manu. Merci à l'organisation. Merci à vous d'être là malgré l'heure qui commence à se faire de plus en plus tardive. Et donc voilà, je tiens vraiment à adresser donc mes remerciements à toute l'organisation, mais également donc aux participants, aux intervenants, et également mes félicitations pour la richesse des interventions et la cohérence de la journée. Et qui facilite d'ailleurs pour beaucoup mon travail de synthèse maintenant. Et donc richesse des interventions, notamment puisqu'il est extrêmement rare d'avoir pu faire dialoguer à ce point-là des usagers, des universitaires, des représentants de l'État, de la commune jusqu'à l'échelon préfectoral, en passant par le gestionnaire des forêts, le tout avec un éclairage international, Suisse, Italie, France, le tout sur une journée. Et également, je tiens à féliciter et remercier l'organisation des intervenants pour la cohérence de la journée autour des communs fonciers, avec un fil conducteur clair, une matinée qui a permis de faire un état des lieux, qui a pu apparaître à plusieurs reprises un peu désenchanté, et un après-midi beaucoup plus prospective, ouvrant des perspectives beaucoup plus enthousiasmantes. Alors, le fil conducteur de la journée se trouve également par une référence partagée aux travaux d'Elinor Ostrom, qui a été mentionné à plusieurs reprises, et qui rappelle bien qu'un point commun est un bien commun, est à minima la rencontre de trois éléments: un système de ressources, un régime de propriété particulier et une modalité de gouvernance. Et donc cette journée, tout en illustrant l'immense complexité des communs, difficile voire impossible à délimiter précisément, la journée s'est attachée à les aborder sous un angle permettant de voir comment ils peuvent permettre de revivifier l'action publique et citoyenne. Alors ce matin, Jean-François Joie s'est notamment attaché à nous rappeler à quel point, depuis le XVIIe à minima, le droit romano-canonique et la tradition civiliste est attaché à affirmer la supériorité de la propriété privée et a été extrêmement dur vis-à-vis de la reconnaissance de la propriété collective. Et également montrer comment la modernisation, ou en particulier l'agriculture industrielle, 18e, 19e, a joué un rôle considérable dans le dénigrement des institutions communautaires. À ce titre, notre collègue Sylvie Duvillard, en traitant de l'idée d'espace de réserve, a insisté sur cette idée de difficulté auxquelles sont confrontés aujourd'hui les communs et les usagers, et notamment quelles étaient les conditions pour qu'un objet puisse devenir une ressource. Et à ce titre, fait écho aux travaux de Leila Kebir, qui fait partie du projet Comet, qui n'a pu être là parmi nous aujourd'hui, qui montre bien qu'un objet ne devient ressource qu'à partir du moment où une intention de production est projetée sur cet objet. Et alors le point d'orgue de cet état des lieux, disons désenchanté, et de la difficulté auxquelles sont confrontés les communs a été acté par l'intervention de monsieur le sous-préfet du Puy-de-Dôme, qui a rappelé notamment l'impact de la loi de 2013 et du rôle de l'autorité publique. Autorité publique garante des biens de section, neutre, en tout cas présenté comme étant neutre vis-à-vis des biens de section, et pour autant l'application de la loi et son encouragement, son accompagnement par l'autorité publique questionne grandement la pérennité de ces communs fonciers, notamment via l'interdiction d'agrandissement des sections, l'interdiction de création de nouvelles sections, qui s'ajoute aux complexités organisationnelles, un nombre minimum d'usagers d'ayant droit et un revenu minimum imposé
pour que puissent s'organiser ces sections. Et donc on voit bien comment les communs peuvent être pensés contre l'État, mais également tout contre l'État. C'est-à-dire, lorsqu'on a vu notamment les représentants des communes et de l'autorité gestionnaire de forêt, on voyait bien que cette relation avec l'État était beaucoup plus complexe, pas simplement contre, mais également tout contre. Un des éléments de complexité a donc aussi été révélé par la difficulté de les délimiter, également du point de vue des aspirations privatives, que ce soit lors de le dernier échange autour de la définition, de l'identification des ayants droit, autour des réflexions liées à la puissance de la propriété privée, caractéristique de nos sociétés contemporaines. Et malgré tout, malgré ces difficultés auxquelles sont confrontés ces sections de communes, les communs fonciers, l'intervention de plusieurs représentants de ces sections de communes ont permis de montrer que cette réalité complexe était néanmoins nécessairement, pouvait être source d'enthousiasme. Oui, un grand nombre de difficultés rencontrées ont été rappelées, et pourtant, le fait même de les avoir aujourd'hui parmi nous, ce qui est extrêmement rare, et c'est extrêmement rare d'avoir la possibilité de rentrer dans des communs, dans ces institutions parfois séculaires, et que ce soit les institutions viennent à nous et nous permettent d'en comprendre la réalité, montre bien l'engagement de ces représentants et de l'engagement de ces citoyens pour faire vivre les communs. Et donc, ils ont vraiment permis de faire le lien avec l'après-midi plus enthousiasmante, même si cette matinée peut être résumée par la déclaration d'Emmanuel Reynard. Il ne faut pas avoir une vision trop romantique des communs, on est d'accord, et pourtant, les communs restent extrêmement enthousiasmants. Et en tout cas, j'ai choisi de le présenter comme cela. C'est un peu, j'assume la non-neutralité de ma synthèse et j'assume le fait que les communs peuvent être quelque chose d'extrêmement enthousiasmant pour revivifier l'action politique et revivifier l'action citoyenne. Et à ce titre, je vais insister donc sur cet après-midi sur l'insistance autour du rôle des commoners, du rôle des ayants droit, certes rendu difficile par la législation, par la démographie, par les impulsions privatives, mais pourtant, on constate, et comme l'a bien rappelé Nicolas Krautz, une résurgence, en tout cas une multiplication des initiatives en faveur des communs, et ce qui va dans le sens de ce qui a été présenté ce matin par Olivier et Gretchen, par la multiplicité des formes de communs qui peuvent se retrouver à l'échelle internationale. Et même à l'échelle locale, l'intervention de Géraldine Flieger autour de la bourgeoisie à Saint-Gingolph montre bien que les institutions communautaires ne sont pas seulement des institutions fonctionnelles, activées par la seule perspective utilitariste, c'est-à-dire fournir un service ou bénéficier d'un service, mais sont prises dans un jeu social, patrimonial, citoyen. Et si l'on aborde les communs sous l'angle de leur capacité à revivifier le jeu social, politique et citoyen, on voit bien en quoi ils peuvent être des leviers extrêmement enthousiasmants. Et alors, peut-être conclure sur cette idée, on constate une importance mondiale des communs, et on constate également un certain nombre d'opportunités ouvertes par les communs. Des opportunités économiques, autour notamment des valeurs non traditionnelles des communs, et on a vu qu'à côté des valeurs naturelles, culturelles, il est possible également d'activer les opportunités offertes par les communs du point de vue de leurs opportunités économiques. Et à ce titre, sans doute que la reconnaissance de la capacité des communs, notamment les sections de communes, à fournir des services écosystémiques, peut également être appréhendée comme un levier pour légitimer les communs, en levant notamment la contrainte des revenus minimums imposés aux sections. Un certain nombre d'opportunités juridiques, c'est vrai que ça a été un angle majeur de la journée, à la fois dans une visée un peu plus prospective quant à la volonté de réaffirmer dans la loi l'importance de la propriété collective, ou encore, ce qui a été envisagé de manière encore plus ambitieuse, pourquoi pas d'envisager un changement constitutionnel, alors peut-être moins probable, à minima en tout cas la reconnaissance du droit administratif des communs
auquel s'attache Olivier Jaspard. Et également, cette opportunité juridique se constate avec le droit tel qu'il est, le droit actuel. Et on voit que le droit actuel peut également être un levier puissant. Jean-François Joix l'a rappelé ce matin à propos de la loi climat et résilience et de la nécessité d'atteindre les accords de Paris. C'est un argument majeur en faveur des communs. On peut également s'appuyer sur l'idée de subsidiarité horizontale ou encore sur les obligations environnementales. Bref, dans le droit tel qu'il est, il existe tout un ensemble de leviers qui peuvent peut-être permettre de concevoir, au même titre que pour le climat, où le droit est mobilisé dans une perspective contentieuse, peut-être que le droit peut également le devenir dans la défense des communs fonciers et environnementaux en général. Alors donc, est-ce que l'optimisme est de mise? Alors, pour certains intervenants, visiblement non. Mais tout de même, les perspectives identifiées permettent d'envisager qu'à la perspective nostalgique mentionnée par Jacqueline Dupanloup ce matin, on puisse substituer une perspective insistant sur le pouvoir réformateur des communs. Et à ce titre, les exemples italiens, présentés par M. Louvain, suisses, mais également les exemples français locaux, peuvent nous inspirer. Et donc, terminer sur cette note, et je rejoins à ce titre ce qui a été dit notamment par Jean-François Joix, le contexte politique et environnemental et l'urgence gagneraient à reconsidérer vivement la capacité des communs à ouvrir des pistes concrètes, réelles, mixtes et enthousiasmantes. Je vous remercie. Voilà, alors merci à Arnaud Boux pour ces mots de conclusion. Je remercie également tous les participants et les intervenants ainsi que le public. Et je donne la parole à Jean-François pour, j'imagine, les dernières recommandations, notamment pour ceux qui continuent demain. Merci beaucoup. Moi aussi, à mon tour, de remercier tous les intervenants qui sont venus. Nos travaux universitaires se poursuivent. On aimerait bien faire un petit documentaire aussi sur le sujet. On reviendra vers tous les acteurs quand ça sera nécessaire. Les 3 sites qui ont été partenaires du projet Comont pendant 3 ans, Saint-Gingolph, Saint-Alban-des-Villars et Settenay, encore une fois, 1000 merci pour votre accueil. On parlait de stratégie tout à l'heure, mais ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que les communs sont beaucoup moins repliés sur eux-mêmes qu'ils n'étaient par le passé. Il y a une stratégie d'ouverture qui fait suite à une stratégie plutôt de fermeture et de discrétion. On a aussi subi des échecs. Certaines communautés n'ont pas voulu des chercheurs, que les chercheurs viennent mettre leur nez dans leurs affaires, parce que traditionnellement, il ne fallait pas que ça se sache, parce que c'était une réaction aussi à la position de l'État. Voilà, merci.